À la une de cette édition, le président de la Commission nationale d'intégration en visite dans les régions de Tombouctou et de Taoudéni. Accompagné par une forte délégation, cette visite s'inscrit dans le cadre d'une évaluation technique et logistique, cela pour mieux préparer les opérations du désarmement, démobilisation et réinsertion dans les régions citées. Nous nous intéressons également dans ce 13h aux programmeurs et développeurs informatiques, deux spécialités qui font partie intégrante du développement des TIC. Malheureusement, nos compétences locales souffrent du manque de confiance des chefs d'entreprise. Des détails en fin d'édition. Merci de rester sur ORTM1. Bonjour, bienvenue dans ce journal que nous débutons par la Journée internationale de l'alphabétisation au Mali. Lancée hier par la ministre de l'Éducation nationale, l'événement est marqué par la promotion de nos langues, des conférences et des émissions sur les stratégies et méthodes pour relever les défis liés à l'éducation. Retour sur ce lancement avec Fademba Keita. Incontestable est cet avis de l'ensemble instrumental du Mali. Aucune nation multilinguiste ne saurait prétendre au développement escompté sans ses langues. La semaine prochaine, il y aura une grande conférence débat. Il y aura des émissions radio, des débats télévisés. Et au niveau de Kita, de Yampoula, nous allons former des acteurs. Le département se réjouit des résultats encourageants obtenus lors des différentes campagnes d'alphabétisation et d'éducation non formelle. 143 centres d'alphabétisation fonctionnelle CAF ont fonctionné avec un effectif d'apprenants de 3 770 auditeurs, dont 2 896 femmes. 4 centres d'apprentissage féminin CAFé ont fonctionné avec un effectif de 517 jeunes filles et femmes ont été formées dans les filières de transformation agroalimentaire, coupe-couture, teinture et coiffure esthétique dans les 4 cafés. Certes, à travers l'approche par compétences APC, le curriculum et les programmes de café ou centres d'apprentissage féminin sont actualisés, mais les défis sont énormes. Le faible niveau de financement de l'AENF, la faible qualification du personnel d'encadrement et la précarité de leurs emplois. Pour atteindre ces objectifs, les États membres de l'UNESCO ont souligné qu'il était nécessaire d'investir davantage dans l'éducation et d'accroître l'aide internationale, ainsi que de disposer des ressources éducatives plus ouvertes, gratuites et de qualité. La mise en œuvre des nouvelles orientations du ministère et l'appui des partenaires restent impérieuses pour une éducation de qualité. Pour ce faire, les nouvelles orientations de mon département s'inscriront dans la mise en place d'une politique de formation initiale et continue du personnel d'encadrement de l'ANF et la prise en charge de leur salaire à l'instar des enseignants de l'école formelle. Une plus grande synergie entre l'ANF, la formation professionnelle et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Transformer les espaces d'apprentissage et d'alphabétisation et faire des espaces d'alphabétisation des lieux d'éducation, d'apprentissage et de formation des nouveaux citoyens pour une refondation réussie sont les thèmes internationaux et nationaux de cette journée célébrée le 8 septembre 2022. Les remises d'attestation de reconnaissance aux personnalités qui ont marqué le domaine de l'alphabétisation et un tiwara aux défis d'éducation nous invitent à attacher du prix à nos langues nationales. Je le disais tantôt, le général Ibrahim Fane, président de la Commission nationale d'intégration, à la tête d'une forte délégation de la CNDDR, Commission nationale du désarmement, démobilisation et réinsertion, est en visite dans les régions de Tombouctou et de Taoudéni. L'objectif est de procéder à une évaluation technique et logistique pour mieux préparer les opérations du DDR dans les deux régions. On en sait plus avec Yaya Tandina et Chirfi Moulay. Et Taoudéni. Première étape d'une visite dans le nord du pays d'une délégation nationale de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR et la Commission nationale d'intégration. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une évaluation sur le terrain avec les acteurs impliqués dans le processus et pour mieux préparer les opérations du DDR dans les deux régions. Conduite par le président national de la Commission d'intégration, le général Ibrahim Fane, la délégation a visité le camp du Mok et l'hôpital régional avant d'échanger avec les différents acteurs. Nous avons donc décidé, conjointement avec
les acteurs techniques de l'aménagement du processus DDR intégration de visiter les régions de Tombouctou, Gao, Kidal et Ménaka pour évaluer les capacités techniques en infrastructure, en logistique et les possibilités de les améliorer avant de commencer le processus. Occasion mise à profit par l'hôte du jour pour échanger avec les acteurs sur les dernières résolutions du CSA et les enjeux de cette phase DDR qui constitue la colonne vertébrale de l'accord issu du processus d'Alger. Le message, c'est un engagement de foi à notre action commune qui est la recherche de la paix pour le Mali, qui a tant souffert depuis des années. Nous avons décidé de signer un accord et cet accord, nous le saluons parce que depuis sa signature, les partis maliens n'ont engagé aucun conflit direct. Cela est prometteur. Mais nous devons aller plus pour que les populations en sentent les dividendes. Auparavant, la délégation avait effectué une visite de courtoisie aux notabilités de Tombouctou et de Taoudéni. L'Organisation internationale pour la migration, les Nations unies et le gouvernement du Mali s'engagent pour mieux lutter contre la traite des personnes. Un atelier de formation des formateurs a débuté dans ce cadre à Bamako. Durant 5 jours, il sera question de mécanismes de renforcement national de référencement national pour la protection des victimes de cette pratique. Un dispositif qui permet à tous les acteurs d'uniformiser leurs efforts pour une réponse commune face au fléau. Adama Jimdi. La lutte contre la traite des personnes et l'immigration clandestine est conjointement menée par le Mali et ses partenaires. Pour mieux préparer la riposte, il convient de former des formateurs en mécanisme de référencement national pour la protection des victimes de la traite. Cette situation est une réalité dans notre pays, étant une terre d'origine, d'accueil et de transit des migrants. Conscient de ce phénomène et déterminé à l'endiguer, l'État malien a pris une multitude de mesures, parmi lesquelles la mise en place d'un comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées et l'adoption de son plan d'action national. La coopération et la coordination entre les ministères, les services techniques étatiques, les acteurs de la société civile et les institutions internationales sont cruciales pour assister de manière systématique et holistique ces victimes innocentes. Ce que nous voyons ici, c'est un excellent exemple de travail conjoint entre le gouvernement du Mali et toutes les parties prenantes et les partenaires techniques et financiers. Pour nous, ça fait partie des objectifs du développement qui sont au cœur de notre travail ici au Mali, pour l'Union européenne comme pour les États membres. Nous sommes et nous restons aux côtés du gouvernement du Mali. En matière de lutte contre la traite, l'OIM appuie le gouvernement à travers différentes initiatives, la protection et l'assistance aux victimes et le renforcement des capacités des acteurs sur le terrain. L'ensemble de ce dispositif est soutenu par les Nations unies. La traite des personnes est un crime qui sévit aussi bien dans les pays en paix que dans les zones de conflit et de catastrophe. Je voudrais aussi saisir l'opportunité pour saluer une fois de plus l'excellente qualité de la coopération entre le système des Nations unies et le Mali, et surtout remercier le gouvernement pour la facilitation accordée à l'Organisation internationale pour les migrations et à d'autres organisations humanitaires et de développement. Le mécanisme de référencement national permet d'avoir un cadre unique de réponse pour tous les acteurs impliqués. Sur un autre plan, 2 nouveaux intrants ont été présentés mardi dernier aux paysans, aux maraîchers et aux techniciens de l'agriculture. Ces produits conçus par Hippo Agro d'Allemagne visent à promouvoir l'utilisation de biofertilisants dans l'agriculture pour l'amélioration de la productivité et pour la protection de l'environnement. La vulgarisation de ces produits biofertilisants est le fruit d'un partenariat entre Hippo Agro et le ministère du Développement rural, nous dit Nouroum Sissoko. L'engrais Iproterra et le produit Ipro Aqua pour maintenir l'eau sur les surfaces emblavées sont 2 intrants biofertilisants que Hippo Agro d'Allemagne propose aux producteurs agricoles, aux maraîchers et aux techniciens du secteur de l'agriculture. L'engrais organique, chaque élément joue son rôle pour la santé du plant, pour que la plante aussi peut vraiment se développer rapidement et sainement.
si on utilise ça, donc maintenant on peut revivre encore la terre qui était même presque morte. Ça, c'est notre objectif. Hyproaqua absorbe l'eau. Et 1 kilo de Hyproaqua peut absorber jusqu'à 300 litres d'eau. Et si on utilise ça, on va économiser l'eau de 70 jusqu'à 80%. L'amélioration des rendements dans le secteur de l'agriculture est l'un des objectifs du ministère du Développement rural pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Pour pouvoir pousser la production agricole, il faut que les exploitants agricoles puissent avoir des intrants de très bonne qualité. En plus de tout ça, il faut que les paysans appliquent les itinéraires techniques, les techniques culturelles adaptées pour pouvoir pousser la production agricole. Donc, telle est la vision des plus hautes autorités de ces pays dans l'atteinte de l'augmentation de la production et de la productivité agricole. Cette journée d'échange autour de ces intrants agricoles biofertilisants a regroupé des agents des services techniques de l'agriculture de cette région, des offices de l'IER, la CMDT, des représentants des interprofessions, de l'APECAM, de la GIZ et de la KFW. Il s'agissait bien de Hyproagro et l'ONG Action contre la faim a initié vendredi dernier à Gao un atelier de plaidoyer sur la nutrition en faveur des communes de Tessit et Tilit. L'activité s'inscrit dans le cadre de son programme Progrès financé par l'Union européenne. Elle vise une meilleure responsabilisation des acteurs communaux en matière de nutrition. Le reportage de Rakiatou Touré et de Alassane Amadou. Cette journée de plaidoyer vise un engagement des communes d'intervention du programme de résilience et de cohésion au Sahel Progress. Le programme est mis en œuvre par un consortium d'ONG locales et internationales, dont l'ONG Action contre la faim. Le programme a pour objectif d'améliorer les conditions de vie, la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et face aux conflits à la cohésion sociale des populations vulnérables dans les régions les plus fragiles des frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Au Mali, le programme intervient dans les cercles de Gao et Ansongo. Il vise également à accompagner le gouvernement dans sa politique sanitaire et nutritionnelle. Aujourd'hui, la nutrition, c'est un problème de santé, un problème de développement. Et pour faire face à ça, il faut des instruments meilleurs, des instruments adaptés, appropriés pour ce faire. L'administration, quant à elle, jouera toute sa partition. La nutrition, on a su que c'est très important. Nous allons faire des efforts, c'est dans notre intérêt, de notre population, de nos enfants malnutris. La journée a été mise à profit pour faire l'état des lieux de l'engagement des maires des communes de Tessit et Ntilit dans l'élaboration des PDSEC. Elle a également permis de faire la présentation du niveau de participation des organisations de la société civile au débat sur les PDSEC. Kati Malibougou a désormais une nouvelle école. Elle s'appelle le complexe scolaire Ladriasso. Elle a été inaugurée samedi dernier. L'établissement propose aussi une éducation islamique avec l'enseignement de la langue arabe. Commentaire Valentin Roger Diallo. Le complexe scolaire Ladriasso se veut une école classique islamique. L'école veut être porteur des valeurs fondamentales de l'éducation. Elle compte en outre mettre un accent particulier sur l'honnêteté. Ladriasso est en effet la matérialisation des projets familiales à travers lesquels nous voulons déposer notre empreinte sur l'éducation des enfants au Mali. Nous sommes tous conscients de la dépravation de l'éducation dans notre société. Ceci compromet l'avenir de nos enfants et de notre très cher pays. C'est un programme bilingue depuis jardin d'enfants qui enseigne le programme officiel en langue française selon le programme du Mali, du jardin d'enfants jusqu'à terminale. Au côté, nous avons notre programme d'éducation islamique et la langue arabe également qui est à enseigner également. Pour sa première année d'enseignement, l'établissement propose une offre spéciale aux plus nécessiteux. Toute chose saluée par les habitants de Kati. Et redonner à l'éducation malienne sa valeur d'antan. C'est tout ce que nous souhaitons. La coupure symbolique du ruban et une visite guidée ont mis fin à la cérémonie d'inauguration.
Et nous terminons ce journal avec un gros plan sur les programmeurs et développeurs informatiques, deux spécialités qui font partie intégrante du développement des TIC. Si le travail du programmeur consiste à écrire des lignes de code, celui du développeur va au-delà. Lui, il intervient depuis la conception des projets informatiques. Malheureusement, nos compétences locales souffrent du manque de confiance des chefs d'entreprise. Suivons plutôt le reportage de Bemba Sibi. Le développement du numérique rime avec celui des métiers de l'informatique, au nombre desquels le métier de programmeur et celui de développeur. La différence entre les deux fonctions est très infime. Le métier de programmeur, c'est un spécialiste dans le codage informatique. Donc, c'est un spécialiste du langage informatique qui a pour rôle de transcrire les instructions qu'on donne aux machines et du langage humain au langage machine pour que ça soit vraiment exécuté. Le développeur, il est d'abord programmeur, mais ça va un peu plus loin dans le sens où le développeur, il arrive à piloter carrément des projets, depuis la conception de l'idée jusqu'au développement, jusqu'à la programmation, la relation avec le client, la rédaction de certains documents techniques, comme les cahiers de charges, les spécifications techniques, tout ça. Les deux écrivent donc des lignes de code. Toutefois, le travail des développeurs va au-delà. Dans tous les cas, les deux corps de métier connaissent un essor circonstanciel avec la crise du Covid-19 qui a ouvert une nouvelle ère du numérique. Cette ère se caractérise par la volonté de nombreuses entreprises maliennes de dématérialiser certains services. Actuellement, il y a de plus en plus de demandes de dématérialisation des procédures et on peut dire que le secteur est beaucoup plus en demande et il y a même plus de demandes même que de compétences. Depuis l'arrivée du Covid-19, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été sollicitées pour mettre en place des outils de collaboration à distance, de télétravail, de vidéoconférence et ça a vraiment donné un coup de pouce quand même au secteur du numérique. Ce essor lié à un facteur exogène ne fait pas oublier à ces ingénieurs la triste réalité de leur profession au Mali, le manque de confiance à leurs compétences. La plupart de nos entreprises ici préfèrent confier certains projets à des entreprises maghrébines, françaises, etc. Alors que nous avons des compétences ici. Mais il y a ce problème de confiance qui est toujours là. Il y a d'autres défis également qui sont vraiment lié à la maîtrise de l'électricité parce que tout ce qu'on fait est vraiment lié à l'électricité et puis à la maîtrise des infrastructures réseau également. Avec le temps, ces ingénieurs, programmeurs et développeurs espèrent que la tendance va changer et que les entreprises maliennes vont de plus en plus leur faire confiance. Le recours aux compétences locales, cela fait partie aussi du consommé local. Oui, faisons confiance en nos compétences locales. Merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite de programme.